C'est que c'est intéressant parce que je pensais à d'autres personnes qui vont profiter justement de la situation là par rapport à la pandémie. Et d'ailleurs, on en avait déjà parlé, mais si ça s'avère vrai, ça voudrait dire que réellement, et là je pars dans une thèse complotiste, parce qu'on appelle ça comme ça voudrait dire que réellement, cette pandémie a été soigneusement orchestrée, et je vais te dire pourquoi, parce que on en avait parlé notamment des pandemic bonds. Tu vois ? Oui, oui. Et d'ailleurs, c'est simple, si jamais on observe qu'on nous dit que la pandémie s'est fortement atténuée avant juillet, ça voudra dire réellement que la Banque mondiale et toutes les ONG étaient au courant de ce qui allait se passer. Exactement, ça c'est vrai. Jusqu'ici, le système profite aussi, voire surtout, aux investisseurs. Ils ont d'ores et déjà touché une centaine de millions de dollars d'argent public sous forme d'intérêts. Leur mise de départ, par contre, n'a pas été entamée. Malgré plusieurs crises épidémiques, notamment d'Ebola, jamais aucun centime de ces pandemic bonds n'a été débloqué. Pourquoi ? Parce que le diable se cache dans les détails de ces 386 pages de clauses complexes. Si vous passez en revue des critères du prospectus de ces obligations, vous savez, c'est une zone grise. Les virus concernés, le nombre de décès, la vitesse d'évolution, le début de la pandémie. Ce sera donc très difficile de voir réellement ces obligations liquidées. En tant que tel, dans son format actuel, le système semble favoriser les investisseurs du secteur privé au détriment de la sécurité de la santé mondiale. Nous sommes allés voir Médecins sans frontières qui intervient lors de ces épidémies pour avoir leur avis. Les critères pour débloquer ces assurances seraient des critères qui ne seraient pas bons pour Médecins sans frontières. Donc il faut attendre que la crise ait duré pendant plus de 80 jours, qu'elle soit internationale. Donc les fonds sont débloqués de façon tardive par rapport au début d'une urgence. Ce sont des critères qui nous feraient prendre trop de risques lorsqu'on démarre une réponse à une urgence. Même ce partisan des pandemic bonds pense qu'elles ont quelques défauts. Les fonds ne sont versés qu'après l'éclatement de la crise, pas avant. Idéalement, il faudrait un instrument qui protège les pays et les aide à prévenir les pandémies plutôt que de les aider à payer pour les dégâts quand les personnes commencent à mourir. L'actuelle pandémie, 6513 morts, 169 387 personnes infectées dans 124 pays du monde. Le coronavirus vient éprouver ses obligations juste avant que le capital ne soit reversé aux investisseurs le 15 juillet prochain. Ce que cet instrument financier montre, c'est que déjà en 2017, il y avait des spécialistes qui ont établi qu'une épidémie de coronavirus était probable. Donc, premièrement, ils avaient connaissance du virus, et deuxièmement, ils ont considéré déjà à ce moment-là qu'une épidémie était probable. Ce qui est aussi surprenant, c'est que ces obligations arriveront à maturité en juillet 2020. C'est comme si quelqu'un avait eu une fabuleuse vision en émettant ces outils financiers. Ce que cet instrument financier montre, c'est que déjà en 2017, il y avait des spécialistes qui ont établi qu'une épidémie de coronavirus était probable. Donc, premièrement, ils avaient connaissance du virus, et deuxièmement, ils ont considéré déjà à ce moment-là qu'une épidémie était probable. Ce qui est aussi surprenant, c'est que ces obligations arriveront à maturité en juillet 2020. C'est comme si quelqu'un avait eu une fabuleuse vision en émettant ces outils financiers. Et là, clairement, honnêtement, j'aimerais qu'on se trompe là-dessus. Mais je te promets que si ça se produit, là, on sera vraiment fixé. Là, on saura réellement qu'il y a des gens vraiment mauvais sur cette planète. Bon, déjà, on n'a pas besoin de se poser ce genre de questions parce qu'on le sait clairement, tu vois. Ouais. Mais il y en a qui ne le savent pas, ça, par exemple. Ouais. Que l'OMS, la Banque mondiale et plusieurs ONG qui investissent qui prennent des assurances, parce que je maîtrise pas trop le sujet, mais j'ai plus ou moins vu des documentaires là-dessus. Et en fait, on nous annonce que en juillet, si par exemple l'épidémie se termine, et en fait, ces organismes vont s'en mettre plein les poches.
les investisseurs donc, qui ont investi dans les pandemic bonds. Tu veux qu'on en parle un petit peu parce que c'est un sujet. Oui, je veux bien. Je pense. Je veux bien, si t'as le temps. En fait, les pandemic bonds, c'est des obligations pandémiques donc qui ont vu le jour quelques années après les effets dévastateurs du virus Ebola, Oui. qui a fait plus de 10 000 morts en 2014. Donc en fait, il s'agit d'un instrument financier qui fonctionne comme une assurance en fait. Oui. Donc elle a été adoptée par la Banque mondiale en 2017 et il consiste en fait à lever des fonds auprès d'investisseurs privés afin de pouvoir ensuite disposer rapidement d'importants moyens financiers pour déployer une aide sanitaire dans les plus brefs délais en cas d'épidémie. Oui. Voilà. Donc en fait, c'est un nouveau mécanisme d'assurance. Dans le détail, en fait, la Banque mondiale vend ou émet des obligations à des investisseurs qui perçoivent un rendement annuel qu'on appelle des coupons en fait. D'accord. Et ces derniers, en fait, ils sont en partie payés par les pays contributeurs comme le Japon, l'Australie, l'Allemagne. Et si les critères en fait caractérisant une pandémie sont observés, les investisseurs perdent une partie ou la totalité du capital qu'ils ont initialement utilisé pour acheter les obligations. Et l'équivalent de cette somme est alors envoyé aux pays les plus pauvres touchés par la crise. Sur le papier, en fait, cette innovation financière, ça semble être une bonne idée et gagnante pour toutes les parties prenantes. Mais puisque la Banque mondiale elle bénéficie d'un fonds d'urgence à partir d'investissements privés. Mais donc le coût en fait du risque il est déplacé sur les marchés financiers. Et donc les pays contributeurs sont moins sollicités. Mais en fait, c'est pas du tout le cas en fait, puisque les critères en fait ils sont très 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 stricts. Dans la pratique, en fait, ce mécanisme il présente beaucoup de failles. Et je suis gentil quand je dis faille. En fait. Oui, c'est exactement ça. Pour moi, c'est une véritable escroquerie. Oui, exact. Ouais. Je sais pas si j'ai un peu de temps pour en parler un petit peu. Oui, tu peux en parler. Hein. Moi, je suis prêt. Je suis là. On est en confinement, t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. Non, mais c'est pourquoi? Parce que, en fait, moi, ça me fait rire parce que, soi-disant, ils débloquent des fonds pour pouvoir soigner des gens en période de pandémie, mais qu'à une seule condition, par exemple, tu vois, je vais te donner une des conditions, c'est que la pandémie dure minimum 12 semaines, minimum. Hein. Exactement. Et c'est qu'à partir de 12 semaines qu'ils peuvent commencer à verser des fonds pour aider les gens à se soigner. C'est quand même incroyable. Exactement. Tu vois, c'est... Exactement. Et tu sais quoi, Marcus, ce délai de 12 semaines, il avait été atteint le 23 mars. Oui. Et c'était la date à laquelle l'AFP, elle recensait plus de 14 700 morts environ dans le monde. Et plus de 300 000 cas d'infection diagnostiqués. Mais la Banque mondiale, elle a indiqué ensuite qu'un délai supplémentaire de 2 semaines et demie serait nécessaire pour déterminer en fait si les conditions de déclenchement des obligations pandémiques avaient été remplies. Ils sont forts. Ils sont très très forts. Très très forts. Et... Donc, incroyable. Il y a beaucoup d'observateurs qui reprochent à ce mécanisme financier de d'abord, en tout cas moi je le crois, de servir d'abord les intérêts des investisseurs, clairement. Oui, mais c'est ça. Ceux des pays pauvres en difficulté. Bien sûr. Et j'avais déjà en plus expliqué ça dans une de mes vidéos. C'est que il faut comprendre aussi que plus le chiffre des personnes touchées par les épidémies est gros, plus c'est crédible. Et donc forcément, les pays pauvres vont, sans le vouloir, involontairement, je dis bien involontairement, grossir les chiffres. Tu vois ? Vu qu'il n'y a pas de réel contrôle, donc forcément, de l'autre côté, ils jouent le jeu de ce système. Parce qu'un pays qui a par exemple, admettons, 100 cas de personnes touchées par un virus, va grossir les chiffres pour être plus crédible. Pour être sûr de pouvoir percevoir justement les fonds qu'on lui propose. Qui sont censés être versés en fait. Tu vois ? Ouais, tout à fait. Ouais. C'est ça, je te dis, ils sont très très forts. Ils sont très très forts. Très fort, et je peux même te donner un dernier exemple. Lors de l'épidémie d'Ebola de 2018, qui avait tué plus de 2000 personnes en RDC, dans la République démocratique du Congo.
elle n'avait pas pu bénéficier de ces pandemic bonds, de l'aide issue des obligations pandémiques, parce que les conditions nécessaires n'étaient pas réunies. Ouais. C'est incroyable. Oui. C'est juste incroyable. On joue vraiment, on se fait de l'argent sur la mort des gens. Exactement. C'est grave. Tu vois, il y a des types qui se lèvent le matin, comme je te disais, qui se lèvent le matin avec l'intention que des gens meurent et qui puissent faire de l'argent là-dessus. Tu vois. C'est tout à fait ça. Et la première personne que je vois, c'est, quand je dis que je vois, parce qu'il y en a plusieurs, hein, je vois un type comme Bill Gates, par exemple, D'accord. qui à la base investit dans une société en informatique, et que beaucoup de gens ne connaissent pas, par exemple, l'histoire de Bill Gates, tu vois. Parce que les gens ne le savent pas, mais Bill Gates, par exemple, a des liens de sang avec la famille des Rockefeller, tu vois. Et ça, peu de gens le savent. Et tu sais, le père de Bill Gates, lui-même, était déjà dans le domaine de la vaccination. Si les gens font des recherches. Et que déjà lui-même balançait des campagnes de vaccination sur le continent africain. Et bon là, on va sortir du contexte économique, mais parce que beaucoup de gens ne le savent pas, tu vois, c'est que aujourd'hui, les gens l'ont peut-être pas vu, mais en 2019, fin 2019, un des membres de la famille Kennedy a réussi à condamner justement une entreprise une entreprise de vaccins, tu vois. Ouais. Et ça, les gens, ils le savent pas, parce que aujourd'hui, on te fait croire... Parce que, pourquoi je parle de la vaccination? Parce que, justement, j'ai vu que là, le Danemark a carrément passé une loi qui oblige les gens à se vacciner contre le Covid-19, pour le Covid-19. Et ce qui est fascinant, c'est que tous les jours, on entend dans les médias qu'on ne sait pas à quoi ressemble le Covid-19, mais on a déjà fait des lois pour imposer la vaccination. Ouais. Tu vois, là, je vois par exemple que l'Allemagne, ils sont en train de travailler là-dessus pour savoir ce qu'il faut faire. J'ai entendu la dernière fois Édouard Philippe qui en parlait, qui nous disait qu'ils sont en train de travailler pour élaborer un vaccin pour soigner les gens. Tu vois. Ouais. Et ce qui m'impressionne dans tout ça, c'est que chaque recommandation que Bill Gates il va faire, eh ben, le monde entier va écouter ses recommandations. Et moi, j'aimerais comprendre comment ce type peut avoir autant de pouvoir. C'est incroyable. Le type, il a investi dans je ne sais combien d'ONG qui, justement, qui développent des vaccins. Et personne ne se pose la question pourquoi, aujourd'hui, la plupart des gouvernements veulent absolument vacciner les gens. Et le pire dans tout ça, Marcus, si tu me permets, c'est que, je ne sais pas si tu te souviens, mais en 2018, Bill Gates, il avait appelé... c'est tout un phénomène, hein, Bill Gates. Il avait appelé à renforcer la fiscalité des plus riches. Ouais. Il disait qu'en 2018, j'ai payé davantage d'impôts, il disait plus de 10 milliards de dollars, que quiconque, mais le gouvernement devrait exiger des personnes dans ma position de payer des impôts bien supérieurs. Je ne sais pas si tu en avais entendu. Non, j'en avais pas entendu parler. Mais tu peux vérifier ça sur Internet, tu verras, tu trouveras des infos assez précises sur ça. D'accord. Donc il se fait passer pour quelqu'un, disons, de gauche, proche du peuple, dans le sens où il faut redistribuer un petit peu l'argent, l'excès d'argent. Mais c'est dérisoire par rapport à l'argent qui dort, en fait, hein, de son entreprise. Je me souviens plus du nom exact, si tu peux me le rappeler. Eh ben, il a plusieurs entreprises, il y a Microsoft. Microsoft, voilà, c'est ça. Rien que ça pèse énormément. Bien sûr. Ouais, il faudrait faire une recherche, par exemple, où est-ce que se trouve le siège social de Microsoft. Ouais, c'est vrai. Par exemple, Apple, son siège social, si je ne me trompe pas, se trouve en Irlande. L'Irlande, c'est un paradis fiscal dans l'Union européenne. C'est incroyable. Et tout ça aux yeux des autres pays de l'Union européenne. Quoi, tu vois, c'est ça qui est impressionnant, en fait. Il y a tous les pays de l'Union européenne qui disent qu'il faut lutter contre l'évasion fiscale. Je me souviens à l'époque que c'était sous Hollande, Pierre Moscovici, le ministre de l'économie, disait il faut lutter contre l'évasion fiscale, c'est inacceptable.
Mais dans l'Union européenne même se trouvent des paradis fiscaux. C'est incroyable. Lorsqu'ils font des réunions entre les ministères, entre les différents ministres des Finances et qui se réunissent autour d'une table, tu auras toujours l'Irlande qui mettra son veto, qui dira non. Ouais. Pour tu sais, harmoniser la fiscalité, dans le sens où on s'accorde entre nous, entre ministres des Finances de l'Union européenne, de mettre un taux unique d'impôt sur les sociétés. Mais tu auras toujours l'Irlande qui va renacler, en fait, qui va refuser. Pourquoi ? Parce que c'est pas dans son intérêt, tout simplement. C'est pas dans son intérêt ou c'est pas dans leur intérêt ? Dans leur intérêt aux Irlandais, tu veux dire, ou... Non, aux autres pays de l'Union européenne qui, justement, cautionnent, cette stratégie. Parce que tu vas pas me faire croire qu'aujourd'hui, soi-disant, l'Irlande, à lui tout seul, va pouvoir aujourd'hui interdire ou bien contester, avoir un poids pour dire non, je ne veux pas, et les autres pays de l'Union européenne vont l'accepter. Ça me paraît un petit peu étrange. Écoute, j'ai pas fait de recherche à ce niveau-là, mais c'est intéressant. En tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que l'Union européenne, c'est plutôt la désunion européenne. Ça, c'est sûr. C'est quelque chose qui n'a pas marché, malheureusement. Il y avait beaucoup d'espoir à l'époque. À l'époque, j'étais un petit peu jeune, mais au moment de l'euro, on nous a promis mondes et merveilles, mais c'est vraiment pas le cas. Ça, c'est clair. C'est vraiment pas le cas. Et même l'Union européenne, quelque part, je pense que c'était un petit peu un coup monté, un petit peu, j'ai l'impression. Oui, je pense aussi. Je pense que quand tu as une monnaie aussi forte et des pays qui exportent pas, c'est pas vraiment dans l'intérêt du peuple que tu fais ça. Exactement. Et c'est pas comment dire, un hasard lorsque, tu sais, maintenant ils se sont accordés, il me semble, mais quand les pays européens parlaient de faire un emprunt commun, il n'y a pas très longtemps, quelques jours, pour mutualiser les dettes, c'est pas un hasard si l'Allemagne et les Pays-Bas refusaient. Parce que ce sont des pays qui sont en excédent commercial. Quand tu es en excédent commercial, ça veut dire que tu exportes plus. Ça veut dire que quand tu as une monnaie forte, tous les bénéfices reviennent aux pays exportateurs, en fait. Et donc forcément beaucoup d'inégalités. Exactement. Donc c'est pas un hasard si l'Allemagne et les Pays-Bas avaient refusé au départ. Parce que ce sont des pays où leurs finances publiques, on va dire, sont plus ou moins dans de bonnes conditions. Alors qu'en France, on frise les 100%. L'Italie, c'est encore pire, et je te parle même pas de la Grèce. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Donc l'Union européenne, en tant qu'entité politique, tu sais, on a beaucoup fantasmé sur ça, ça n'est vraiment pas le cas. Sur le terrain, je pense que c'est pas le cas du tout. Mais tu sais, regarde, moi, j'ai pas de notion en économie, mais entre nous, en général, quand tu as des notions d'économie, tu peux, en général, je dis bien en général, envisager ce qui va se produire. Ouais. Et pour moi, c'est impossible que quand tu mets l'euro en place, tu te doutes pas que forcément, il va y avoir des soucis, il va y avoir des inégalités, notamment... Par exemple, pour moi, c'était largement... tu pouvais le voir très rapidement, ce qui allait se produire en Grèce, tu vois. Ouais. Ou pour d'autres pays, tu vois. Par exemple, ils ont toujours trouvé cette excuse qu'ils ne pouvaient pas faire rentrer la Turquie dans l'Union européenne parce que, soi-disant, la monnaie aurait été trop forte pour ce pays. Alors qu'en fin de compte, la Turquie, par exemple, je pense, aurait mieux supporté l'euro que la Grèce. Oui, complètement, ça c'est vrai. Tu vois ? Mais en fait, ce qui est important de dire, c'est que, comme je t'ai dit, l'Union européenne ne marche pas. Si on veut faire une Union européenne, il faut faire l'Union jusqu'au bout. Oui. Il faut faire en sorte, par exemple, si tu as la Grèce qui est dans un pays, qui est un pays qui est très en difficulté, et que tu as l'Allemagne qui se débrouille plutôt bien, il faut faire en sorte que les Allemands recyclent leur excédent budgétaire dans le déficit des autres. C'est ça la vraie Union. Oui. Tu comprends ? Oui, j'ai très bien compris. Et les Allemands, ils ont tout de suite renaclé. Ils ont dit, ils ne donneront pas. Enfin, ils ont donné à la Grèce, mais ils ont emprunté à la Grèce. Ouais. C'est comme si on disait à une personne qui dort dans la rue, je t'emprunte de l'argent et n'oublie pas de me rembourser.
Comprends, c'est infâme. Ce qu'on a fait aux Grecs, c'est vraiment infâme. C'est infâme. J'ai une amie, une journaliste qui est en Grèce, qui est donc d'origine française, mais qui s'est déplacée en Grèce puisque c'est une passionnée de la Grèce. Ouais. Elle m'a dit que mon fils a passé son bac sans chauffage dans la salle. C'est incroyable. Les Grecs ont tout vendu, tout. Il n'y a pas une chose qui appartient à l'État grec. Ils ont vendu tous les aéroports. Tous les actifs ont été vendus aux créanciers. Ça veut dire ceux qui détiennent, la dette grecque. Ouais. Ils ont une c'est la risée du monde entier. Tout le monde dit que ce sont des mauvais payeurs. Le taux, le taux de l'obligation grecque, ça veut dire la dette grecque, le taux, ça veut dire ce qu'ils rapportent à ceux qui détiennent la dette grecque, il a augmenté. Enfin bon, il a beaucoup baissé il n'y a pas très longtemps puisque la Banque centrale a injecté de l'argent. Mais au moment du défaut de paiement grec, je crois que c'est en 2014 si je ne me trompe pas, à ce moment-là, le taux il était très 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 élevé. Ce qu'il faut savoir, c'est que les banquiers raisonnent en termes de risque. Plus un pays est risqué, plus il doit payer d'intérêt. On marche vraiment, c'est une logique qui se mord la queue. En fait. C'est vraiment une logique très 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 dure. Mais cette logique, en fin de compte, elle régit aussi la vie des gens dans le monde, parce qu'en vérité, ce qu'on recherche, c'est d'endetter les gens. Tu vois ? Exactement. Tu vois, et d'ailleurs, c'est pour ça que... Bon, là, je pars sur autre chose, mais c'est pour ça, par exemple, que tu vois qu'en islam, par exemple, le crédit avec intérêt est interdit. Ouais. Tu vois ? Exactement, c'est par rapport à l'injustice qu'il entraîne, en fait. Exactement. C'est une spirale vraiment infernale. C'est une spirale infernale qui tue des familles. Tu vois, c'est incroyable, ça. C'est sans doute, je pense, la logique la plus dure qui soit. Oui, exactement. La logique financière, celle d'endetter les gens, l'asservissement par la dette, c'est ça, l'asservissement par la dette. Il faudrait en fait que les pays africains, par exemple, qui s'endettent beaucoup auprès du FMI, il faudrait qu'ils fassent, que les dirigeants, qu'il faut que les dirigeants soient des gens honnêtes, mais il faudrait que les dirigeants fassent confiance à leur peuple et leur dire, on se retrousse les manches, on travaille un bon coup, et on n'a pas besoin de s'endetter. Il faut pas s'endetter comme ça facilement. C'est vrai qu'on nous présente, la dette, enfin, je suis pas africain, mais qu'on présente la dette aux pays africains, comme un bonbon, en fait. On leur dit, tenez, endettez-vous un petit peu, vous aurez un retour sur investissement, comme ça vous pourrez payer la dette. Mais en fait, ça se passe jamais comme ça dans la réalité. La réalité, c'est que comme il y a des intérêts s'ajoutent à une autre dette, c'est vraiment une spirale infernale. C'est vraiment des intérêts composés. C'est une spirale infernale, et en même temps, tu sais que, pour certains pays qui dépendent de la Banque de France, au niveau de leur monnaie, tu sais que bien souvent, quand ils demandent un emprunt, on leur refuse. Tu vois ? Donc il y a également cette stratégie. Donc tu sens réellement que tout est intentionnel. Oui, tout est intentionnel, et il n'y a pas de coïncidence, il n'y a que des rendez-vous. Il n'y a pas de coïncidence, on en a déjà parlé. Et d'ailleurs, j'aimerais que tu expliques, parce que tu m'avais expliqué quelque chose la dernière fois, la définition du mot dette. Ah oui, sur l'étymologie du mot grec, c'est ça ? Oui, exactement. Oui, c'était, en fait, je te disais que, en fait, plus largement, le problème de notre système économique, c'est la logique financière du système économique. C'est le dogme, en fait, de l'accumulation du capital, de l'argent. C'est-à-dire l'accumulation du capital comme une fin en soi. Accumuler juste pour accumuler. Vraiment, aussi simple que ça. Donc, cherchant à accumuler toujours plus, les hommes, en fait, ils accumulent du temps. Donc, la recherche, en fait, de la croissance exponentielle et infinie, c'est-à-dire, la croissance, c'est vraiment le produit intérieur brut, la richesse matérielle. Oui. Vraiment. Donc, la croissance, en fait, la recherche de la croissance infinie, c'est aussi une recherche de la vie éternelle, en quelque sorte. Oui. Parce que la grande satisfaction de nos sociétés contemporaines, c'est de dire qu'on a vécu en moyenne 20 ans de plus que nos parents. Oui, c'est vrai.
Et la réalité, c'est que nos sociétés n'ont pas su résoudre, en fait, le conflit éternel qu'ont les hommes vis-à-vis de la mort. Ouais. Et c'est pas un hasard, comme je te disais, que le mot dette signifie aussi, en fait, culpabilité, dans le sens responsabilité. Il signifie même péché dans plusieurs langues. C'est incroyable. Comme en allemand, en hébreu et en latin. C'est facilement vérifiable, ça, hein, sur Internet. Hein. Et quand on sait que la croissance, c'est de la dette qui s'accumule, puisque la croissance qu'on a, elle est artificielle, puisqu'on l'obtient juste en s'endettant. Tu comprends ? Ouais. Comme la croissance, pardon, c'est de la dette qui s'accumule, on accumule de la culpabilité. C'est incroyable. D'accord ? Et on accumule de la dette qu'on n'arrive au final jamais à solder. Tu vois que c'est... Mais comme je te disais l'autre fois, c'est que ne pas solder en fait sa culpabilité, c'est la définition même de la dépression au sens psychanalytique du terme. Incroyable. On vit dans des sociétés qui sont vraiment, dépressives, quoi. Ouais. Voilà. Et on le voit très très bien. Hein. On peut observer de la manière que vivent les gens en Occident. Et on voit clairement que les personnes aujourd'hui sont en totale dépression. Tu le vois, leur comportement. Tu vois que les gens, en fait, aujourd'hui, comme moi je regarde des gens, par exemple, marcher dans la rue, ceux qui sont adeptes de tous ces crédits, de l'endettement, bah, ce sont des gens qui sont morts déjà. C'est ça. Donc, et après, tu sais, nous on n'est pas là pour faire des jugements de valeur, les gens empruntent s'ils veulent. Bien sûr. Il faut faire très 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 attention quand on emprunte de l'argent. Ouais. Très 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 attention. Moi personnellement je ne le fais pas parce que je connais un peu la logique derrière, mais il faut faire très 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 attention. Ah oui, c'est un gouffre. Hein. C'est vraiment un gouffre dans lequel il est extrêmement difficile de s'extirper. Vraiment, très 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 difficile. Bah, concrètement, tu deviens un esclave. C'est ça, exactement. Même si il n'y a plus les chaînes, mais les chaînes, elles existent. Elles existent et elles sont dans la tête. Exactement, c'est ça. Et c'est horrible. Tu vois. Et c'est ce qui m'inquiète justement par rapport à l'après-pandémie. Tu vois, parce que bon, quand je dis l'après-pandémie, c'est que je constate... Moi, personnellement, je pense que si on sort de cette pandémie, il y en aura de plus en plus. On nous inventera de nouveaux virus à chaque fois. Et moi, je pense que là, l'après-pandémie, parce que c'est vrai qu'on en a déjà parlé, mais cette après-pandémie va pouvoir permettre... Par exemple, moi, je vais me baser sur la France. Je pense que là, on va nous sortir le vieux speech. Va falloir faire des efforts. Va falloir se serrer la ceinture. Exactement, c'est ce qui va se passer. C'est exactement ce qui va se passer. Et donc, pour moi, comme je l'expliquais, exactement. Et pour moi, justement, c'est ce que je t'expliquais, c'est que les gens vont se retrouver, en fait, dépendants, parce que il va y avoir forcément énormément de chômage, d'entreprises qui vont faire faillite. Des gens vont dépendre de l'État. Et donc, sachant qu'ils vont dépendre de l'État français, et que c'est l'État qui va leur donner... l'argent pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins, puisqu'il y aura cette dépendance qui va se créer volontairement, et ben ces gens seront soumis. Et ces gens devront accepter certaines choses qu'ils n'auraient pas pu accepter en temps normal. Donc déjà, par exemple, peut-être la baisse de leur salaire. C'est ça. Tu vois, donc déjà, c'est déjà quelque chose... Il est possible qu'on assiste à une baisse du SMIC, par exemple. Une baisse du SMIC également. Voilà, donc, ou des heures supplémentaires qu'on ne paye pas. Exactement. Ou alors qu'on annule, les vacances. Comme ce qui s'est produit dernièrement, la réforme qu'ils ont passée discrètement. Cette nouvelle réforme. Exactement. Voilà, donc maintenant, des gens pourront travailler 50 à 60 heures par semaine et ne pourront pas être payés au niveau de leurs heures supplémentaires. Parce qu'il va falloir faire un effort par rapport à la crise. Donc on va appeler les Français à être unis et à accepter de faire de gros efforts. Exactement, et récemment, pas plus tard qu'aujourd'hui, il me semble, ou hier, il y a le président du MEDEF, je ne sais pas si tu le connais, Geoffroy Roux, oui. De Bézieux, il a appelé les entrepreneurs qu'ils peuvent à reprendre dès maintenant leur activité pour relancer l'économie. Oui. Et il y a même l'administration
de Bercy, c'est-à-dire le ministère des Finances et de l'Économie, qui a autorisé les indépendants à puiser dans leur caisse de retraite pour se verser une aide. Incroyable. C'est juste incroyable. Incroyable. Et ça se fait vraiment dans l'impunité la plus totale. Les banquiers s'engraissent toujours plus et on ne fait rien. Moi, je crains vraiment que l'avenir soit très très difficile pour de nombreuses personnes, vraiment. Et tu sais que je reviens sur quelque chose que tu disais tout à l'heure par rapport à la bulle de la dette. Ouais. Parce que tu n'as pas précisé que justement, si cette bulle de la dette explose, qu'est-ce que ça engendre ? Ah, ça, si ça engendre quelque chose, je pense que ça va créer des conflits entre les nations, des conflits physiques. Ouais. Parce que, mais même ça, en fait, j'en doute un petit peu aussi, parce que même si, quand bien même les États, quand bien même les relations entre les États, elles empirent, elles seront forcées à emprunter encore plus aux banquiers pour gagner la guerre. Tu comprends ? Oui, bien sûr. Donc, je sais pas, je me pose la question. Vraiment, c'est une bonne question. Seul l'avenir nous le dira, Marcus. Ouais, c'est vrai. En tout cas, on ne l'espère pas. Ouais, je l'espère pas. Hein. Mais bon, si ça doit arriver, ça arrivera. Hein. Ça arrivera, il faut accepter. Ouais. Il faut accepter. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, écoute, je te remercie énormément pour cet entretien. Mais c'est passé tellement vite, ça fait plus d'une heure qu'on parle ensemble. Ah bon ? Mais c'est passé super vite. C'est super vite. Il va falloir que tu coupes des morceaux. Hein. Non, je vais pas couper de morceaux. Merci en tout cas de ta confiance. Merci pour... Mais c'est moi qui te remercie. Pour le cadre que tu as donné pour échanger, pour débattre. C'est vraiment très 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 gentil à toi. Merci vraiment. C'est moi qui te remercie, frère. C'est moi qui te remercie. Vraiment, merci beaucoup. Et je te souhaite la réussite. Je te remercie, mais moi aussi je te souhaite la même. Merci beaucoup. Voilà. Bon, de toute façon, on reste connectés et on se dit à une prochaine. Ouais. Puisque je pense qu'on aura encore besoin de tes services pour nous éclairer, puisque, comme tu l'as dit, l'économie régit ce monde. Donc forcément, tout est basé sur l'économie. Donc, c'est mon humble avis après. Ah oui, non, mais ça c'est sûr, mais ça c'est clair. Tu vois. En tout cas, moi je pense que je l'ai très vite compris, comme je te disais au départ dans l'entretien. C'est que vraiment l'économie, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Ah oui, ça c'est sûr. Tu comprends ça, tu comprends beaucoup de choses. Ouais. Peut-être pas tout, mais beaucoup. Déjà là, on a déjà compris en très peu de temps qu'aujourd'hui, ce sont des banques qui contrôlent le monde. C'est le monde de la finance qui contrôle le monde. Et ce qui est fascinant, c'est qu'aujourd'hui, le président qui est à la tête de ce pays est issu de ce milieu. Exactement. C'est quand même incroyable. C'est exactement ça. Bon, de toute façon, ça c'est très connu. Je pense que même les gens qui connaissent pas très bien le personnage savent qu'il a été élu par une conjonction d'intérêts. C'est exactement ça. Qu'il était sous stéroïdes médiatiques. Ah, ça, pour être sous stéroïdes médiatiques, je confirme. Ouais, j'ai jamais vu ça. J'ai rarement vu un tel procédé, tu vois. Oui, vraiment, il faudrait que les gens s'intéressent, tu sais, à partir du moment où il était conseiller de Hollande, il a été élu au ministère de l'économie, et d'un coup, tu sais, la pente, d'un coup, on l'a porté au nu. En fait. C'est incroyable. C'est incroyable. Au moment où il démissionne, au moment où il quitte le parti socialiste, et son ascension pour arriver au trône, c'est tout simplement impressionnant. C'est impressionnant et c'est impressionnant aussi. Ouais, c'est impressionnant parce qu'en fin de compte, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est que le type est clairement... En fait, le type devait être là, en fait. Tu vois, tout était mûrement réfléchi. Ce type devait être au pouvoir en France. Et ça, les gens, ils ne le comprennent pas. Oui, et puis c'était le candidat idéal. Voilà, tout simplement. C'était vraiment un candidat idéal et on le voit très bien. Par rapport aux politiques qu'il mène, je pense que c'est assez clair. Hein. Par rapport aux politiques qu'il mène et par rapport au chaos qu'il a mis en France. Voilà. Non, mais c'est incroyable. Ouais, j'ai jamais vu ça. Par exemple, tu vois, j'ai rarement vu ça en France.
Le type, à lui tout seul, il a réussi à diviser les gens. Moi, j'ai jamais vu... Tu sais déjà que je voyais que ça allait très très mal en France. Mais sous son règne, j'avais jamais vu un tel chaos. C'est incroyable. Ouais. Après, on peut pas tout lui mettre sur le dos, dans le sens où, tu sais, l'histoire, c'est un processus long, en fait. Oui, bien sûr. Et lui, en fait, c'est vraiment... lui, on va dire que c'est la cerise sur le gâteau. En fait. Exactement. Mais tous les politiques de gauche, de droite, vraiment partagent une même idéologie, un même objectif. Exactement. Qui est de préserver les intérêts du grand capital, en fait, en quelque sorte. Sauf que lui, à la différence des autres, lui, le fait qu'il est issu, que c'est un produit de ce monde-là, tu vois, c'est que lui, il est arrivé et lui, il assume. Tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est clairement assumé. Lui, c'est assumé. Les autres, ils vont le faire hypocritement. Mais lui, il l'assume. Tu vois. Ouais. Ok. Bon, bah, c'est la... Non, c'est rien. Ça prouve que c'est l'heure. Hein. Exactement. Bah, c'est une belle fin. On parlait vite fait de Macron. Oui. Comme tu as dit, c'est quelqu'un qui est issu... comment dire, c'était vraiment le prototype idéal. Hein. Vraiment, c'était vraiment le candidat par excellence. Ouais. Et je sais plus ce que je voulais dire quelque chose sur Macron, mais j'ai oublié. Mais ouais, Rothschild, ça va de soi. Inspecteur des finances. Incroyable. Il a fait les meilleures écoles, tu sais, les grandes écoles en France. Notre système éducatif aussi, je parle de la France, hein, après c'est mon avis. Je pense que le système éducatif en France, c'est une machine à reproduire les élites, en fait. Hein. Vraiment, il y a un vrai problème au niveau de l'éducation. Oui. C'est une machine à remettre la même pensée au centre. Ouais, très conservatrice. Conservatrice, verticale, très très verticale, très très bureaucratique. Enfin bon, c'est quelque chose de très franco-français, je pense. En tout cas, merci Marcus. Oui, c'est moi qui te remercie. Hein. De toute façon, j'espère qu'on pourra recommencer l'exercice. Ouais, pas de problème. Ok. Merci beaucoup. Ouais, c'est moi qui te remercie. Ben, frère, à bientôt, Inch'Allah. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum salam. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Je tiens encore à remercier le frère Ahmed Daniel Arif. Grosse force à toi, frère, parce que tu nous as accordé de ton temps et je sais que tu travailles énormément. Merci encore pour toutes ces explications pertinentes. Grosse force à vous tous qui êtes derrière l'écran. Grosse force à toutes ces personnes qui sont isolées, qui ont du mal à supporter le confinement, parce qu'il y a énormément de personnes qui supportent difficilement ce confinement. Grosse force à vous tous. Pourquoi j'adresse ce message ? Parce que j'ai constaté quelque chose, c'est que les médias n'en parlent pas beaucoup, mais vous pouvez faire vos recherches et vous allez voir que depuis cette histoire du coronavirus, le nombre de suicides qu'il y a autour de cette affaire, parce que tout simplement, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les médias qui créent une atmosphère anxiogène, qui poussent les gens vers la psychose, la peur force des fois des gens à faire des choses abominables, comme le suicide par exemple. Et donc là, on a pu voir qu'il y a une forte augmentation du taux de suicide et que même, pour vous dire, il y a plus de victimes des suicides liés à la peur du coronavirus que le virus lui-même a pu faire, a pu causer comme décès. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être très prudent. Il y a également une augmentation des overdoses. Les gens sont dans une phobie extrême et ils ont peur. Mais sachez encore une fois, je vais vous dire, des fois c'est parce que des fois on ne se remet pas en question. Sachez que derrière chaque souffrance, chaque épreuve, il y a forcément un bien. C'est à nous d'en trouver bénéfice, c'est à nous de trouver ce qu'il y a de positif dans cette épreuve-là. Par exemple, comme je l'ai dit, il y a plein de personnes qui peuvent se remettre en question au niveau de leur vie ou au niveau de leur train de vie, se remettre en question par rapport à leurs liens familiaux, se remettre en question par rapport à leur spiritualité, se remettre en question par rapport à leur relation avec le Créateur. Toutes ces choses sont importantes et durant le confinement, on peut travailler là-dessus. Et donc c'est pour vous dire que
Vous n'êtes pas dans un pays qui est menacé d'être bombardé tous les jours. Vous n'êtes pas dans un pays où aujourd'hui, vous venez de recevoir un missile sur votre maison, vous avez tout perdu et vous êtes là à vous retrouver à la rue. C'est pour ça que je vous dis c'est vrai que c'est pas quelque chose de négligeable parce qu'il y a des gens qui meurent. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas non plus rentrer dans une psychose et ce qui arrivera, c'est tout, point barre. Mais je veux vous dire que bien souvent, je vois à travers les réseaux sociaux des gens qui nous parlent de vivement que je retourne manger tel truc, ou bien vivement que je m'achète une voiture, ou vivement que je prenne un billet pour aller en Thaïlande, etc., etc. Sachez que bien souvent, vous avez l'impression de connaître le chemin du bonheur, mais vous vous trompez. D'ailleurs, je vais vous mettre 2 vidéos à la fin qui, pour moi, symbolisent aujourd'hui le monde dans lequel on vit. Parce que des fois, il y a des choses bien plus importantes que toutes ces choses matérielles. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les élites qui jouent sur la peur des gens le savent pertinemment. Les gens sont tellement reliés au matériel que forcément, ils ont peur de la mort. Parce qu'ils ont peur de perdre leur matériel. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Et les élites qui contrôlent ce monde, à travers les grandes finances, les hautes finances, savent très bien qu'ils ont su dénaturaliser l'humain, lui faire perdre le côté spirituel et ont justement utilisé son point faible qui est ce côté charnel qui est bien souvent lié au matériel, excusez-moi. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt, grosse force à vous tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Peace. Salam alaikum la famille, je vous présente Aïssa, machallah, je viens de le rencontrer ici, à Toulouse, Bagatelle, machallah. Machallah, et tu as quel âge, Aïssa? J'ai 46 ans. Ouais, ben, ça fait combien de temps que tu es en France? 3 ans. D'accord, ça fait 3 ans que tu n'as pas vu ta famille, t'as une famille au pays? Il y a la nostalgie, j'ai la famille, ouais. T'as quoi comme famille? J'ai ma fille, j'ai ma femme et mes frères et sœurs. Subhanallah, donc t'as pas de contact avec eux depuis 3 ans et tu essaies de survivre ici, quoi. Voilà, je suis parce que la vie, quand tu entreprends une démarche, il faut continuer, c'est-à-dire il faut se battre. Et il faut toujours essayer d'atteindre l'objectif avec la positivité. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est la positivité. Parce que rapidement, tout le monde a envie d'être riche, tout le monde... Mais le problème, c'est pas d'être riche, avoir la richesse et puis ne pas savoir en utiliser. Seulement, il faut être juste. Parce qu'on parle aussi de gaspillage, il y a certaines choses qu'il faut quand même qu'on soit conscient, qu'on réveille la conscience. Moi, je pense que c'est très important. Machallah, magnifique. Et quand je vois qu'il y en a qui ont tout, enfin, quand ils ont de l'argent, ils ont la famille, mais ils n'ont pas le sourire. Et toi, je vois que tu avais 3 ans que tu es dans ta famille. Tu vis dehors, tu ramasses ça pour faire un abri cheminée, et tu as un joli sourire, machallah. C'est quoi ton secret? Parce que mon secret, c'est la foi en Dieu. Allah. Ce que je pourrais dire, c'est simplement que il faut garder la foi. Ce monde, c'est vrai qu'il est au changement climatique, avec tous les émeutes, tous les conflits, les violences, la haine, la discrimination, le racisme, le mal envers l'autre. Il faudrait qu'on réveille nos consciences parce que en fait, Dieu nous a tout donné. Dieu nous a permis d'être nous-mêmes avec nos capacités, avec notre liberté. On sera jugé de toute façon. Et comme on est conscient et qu'on est les êtres les plus aimés de Dieu qui a fait sa création, on doit réveiller notre conscience et être un peu plus humain. Il faut respecter tout ce qui vit et tout ce qui a été créé par Dieu. Tout le courage que je peux donner aux frères ou à tous ceux qui m'écoutent, c'est de reprendre la foi, la confiance, le respect de l'autre et le monde sera beaucoup plus mieux, plus équilibré. L'enveloppe, c'est le corps. Le corps doit être rendu à Dieu le Maître. C'est-à-dire, il nous prête ça pour nous tester. On est à l'école. L'école, c'est le monde. Et quand ta classe, ton séjour sur la terre termine, tu lui rends le corps. Le corps, c'est une enveloppe. L'homme va un peu dans tous les sens parce qu'on croit pouvoir vraiment avoir le pouvoir, mais on n'est qu'une fine graine de sel ou de sable dans un océan qui est le monde. Tout ce que je peux donner comme conseil, c'est de réveiller la conscience. L'homme peut bien faire, on sait distinguer le bien et le mal. Et si on veut vraiment être positif, laisser un très bon héritage à nos enfants ou à la génération qui vient après nous, on doit maintenant commencer à cultiver, pas la haine, pas la discrimination, pas le racisme, mais la paix, le respect d'autrui et l'estime de l'autre et aussi la solidarité. C'est très important pour équilibrer ce monde. Alors tout ce que je peux dire à la nouvelle génération, c'est de se réveiller, d'être beaucoup plus positive. C'est vrai qu'on est dans une autre ère, mais d'être beaucoup plus sage dans les paroles écrites de Dieu. C'est très important. Je respecte ceux qui ne croient pas en Dieu, mais ça c'est leur problème. Mais moi, pour moi, Dieu il existe et c'est Dieu qui est notre maître.
Donc le temps qu'il me donne de respirer, de rectifier mes erreurs, alhamdoulilah. Allahu Akbar. Voilà. Magnifique, Je mashallah. lui dis seulement alhamdoulilah. Magnifique. Barakallahu fik Aïssa pour ce magnifique message. Qu'Allah te شكرا préserve. بزاف اخويا. السلام عليكم. السلام عليكم. شريف كي داير بخير؟ ماشي مزيان؟ الله يحفظك يا قالت لا مزيان. الله يذكر خير اخويا. الله يحفظك الله يذكر العوين. واش انت ولد هنا؟ واخويا. منين؟ انا ولد بالجعد. ولد بزاف؟ بالجعد اخويا. يعني كلشي مزيان؟ الله يذكر خير اخويا. مرتاح؟ ما تخيش. كلشي وادك؟ الله يذكر العوين. ياك ما خاصك شي حاجه؟ واخويا انا اللي